Il existe des amitiés dans le monde du spectacle, mais ce qui unissait Diana Ross et Michael Jackson allait bien au-delà. Tout a commencé lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, timide, réservé, cherchant désespérément une présence stable à laquelle s'accrocher. Pendant des décennies, elle n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il la suivait avec une telle fidélité, ni pourquoi il avait un jour déclaré qu'elle représentait pour lui une mère, une sœur et une amante en même temps. Elle n'a pas donné de détails quand il a inscrit son nom dans son testament, ni lorsqu'il s'est éloigné d'elle après son mariage. Mais aujourd'hui, à son âge avancé, elle choisit enfin de se confier, non pas devant les caméras ou pour faire la une des journaux, mais avec des mots qui révèlent ce qui s'était réellement passé. Ce lien remonte au début de Motown, et bien plus encore. En 1969, Michael Jackson n'avait que 9 ans lorsqu'il rencontra Diana Ross pour la toute première fois. À cette époque, il était le plus jeune des Jackson 5, un groupe familial venant de Gary, dans l'Indiana, que Motown Records venait tout juste de signer. Diana, de son côté, était déjà une vedette reconnue. Après avoir quitté les Supremes pour une carrière solo, elle incarnait l'une des figures les plus puissantes et les plus élégantes du label, et restait proche de Berry Gordy, son fondateur. Techniquement, c'est Gordy qui avait signé les Jackson 5 après avoir visionné une vidéo envoyée par Bobby Taylor. Mais Michael racontait souvent une autre histoire, celle où c'était Diana qui les avait découverts. Cette version, même inexacte, fut utilisée habilement par Motown pour la promotion. Le label sortit même le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présente les Jackson 5, afin de profiter de sa notoriété. Michael s'appropria ce récit car, pour lui, ce n'était pas seulement une stratégie marketing, mais sa vérité personnelle. À ses yeux, Diana n'avait pas seulement ouvert les portes du succès, elle l'avait sorti de l'ombre. Leur lien s'établit rapidement. Quand les Jackson s'installèrent à Los Angeles, Michael passa souvent du temps chez Diana, dans sa maison des Hollywood Hills. Lors de ces séjours, il ne se contentait pas de se reposer, il observait attentivement. Diana n'était pas seulement une mentor, elle représentait un modèle vivant de ce qu'il voulait devenir. Il étudiait son perfectionnisme, ses répétitions minutieuses, ses manières en interview, la façon dont elle réglait les lumières et choisissait les angles sur les plateaux. Plus tard, Michael confia que Diana lui avait appris à sourire face aux caméras, à dominer une scène et surtout à se comporter comme une véritable star. En 1971, il lança sa carrière solo tout en continuant avec les Jackson 5. Sa première apparition télévisée en tant qu'artiste solo ne fut pas dans un programme du groupe, mais dans Diana, l'émission spéciale de Diana Ross en prime time. Il y interpréta Got to Be There et dansa avec une assurance étonnante pour son âge. Ce que le public ignorait, c'est qu'en coulisses Diana l'avait préparé avec soin et tendresse. Dans une interview la même année, elle décrivit Michael comme un fils ou un frère. « Il m'admire tellement », disait-elle. « Alors, j'essaie d'être un bon exemple. » La presse raffolait de cette image, une diva sur d'elle guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais dans l'intimité, les sentiments de Michael dépassaient la simple admiration. Il la suivait avec l'ardeur de quelqu'un qui ressentait plus qu'une dette de gratitude. Il mémorisait ses gestes, sa voix, même la façon dont elle bougeait la tête sur scène. Au fil du temps, ce lien devint plus perceptible. Son frère Jermaine déclara plus tard que Michael vénérait Diana et la considérait comme bien plus qu'une figure familiale. Alors que le public les voyait comme frères et sœurs, ceux qui connaissaient vraiment Michael comprenaient qu'il y avait quelque chose de plus complexe, mais jamais exprimé ouvertement. À l'époque, aucune polémique ne surgit, aucune rumeur insistante, seulement une connexion discrète et constante entre deux artistes, l'une au sommet de sa carrière, l'autre à son commencement. Leur lien n'avait rien de scandaleux, mais il était profondément intime. Et déjà, les fondations étaient posées pour une relation qui durerait des décennies, défierait les définitions et nourrirait l'une des histoires les plus mystérieuses de la musique moderne. Puis vint l'expérience de la cohabitation et des frontières privées. En 1978, Michael endossa le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, une version revisitée du Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Ce fut son premier rôle majeur au cinéma et sa première collaboration à l'écran avec Diana Ross, qui jouait Dorothy. Pour Michael, ce film représentait une chance de s'émanciper des Jackson 5 et d'explorer une nouvelle voie artistique, mais il y avait aussi une motivation plus personnelle, Diana elle-même. À ce stade, elle n'était plus seulement une mentor ou une idole, elle occupait une place centrale dans sa vie. Pour la première fois, ils allaient travailler côte à côte de façon continue, non pas par des rencontres ponctuelles, mais en partageant un quotidien sur plusieurs mois. Pendant le tournage à New York, Michael loua un appartement au lieu de loger à l'hôtel.
À la surprise générale, Diana choisit de vivre avec lui. Pas de manager, pas de personnel, pas de caméra, uniquement eux deux. Ce qui se passa derrière ces murs n'a jamais été révélé. Ni Diana ni Michael n'en ont jamais parlé publiquement, mais des témoins de la production remarquèrent un changement. Plusieurs techniciens racontèrent que le duo arrivait et repartait ensemble, qu'ils dînaient côte à côte et restaient souvent à discuter longtemps après la fin du travail. Diana ne l'appelait pas Michael, mais bébé. Et lui, connu pour sa grande timidité, semblait incroyablement détendu en sa présence. Peu à peu, les rumeurs commencèrent à circuler en coulisses. Maquilleurs, assistants, techniciens, beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus qu'une simple relation professionnelle entre eux. Pourtant, personne n'abordait le sujet de front. L'atmosphère était intime, mais jamais affichée. Ce n'était pas une mise en scène romantique pour capter l'attention du public. C'était quelque chose de profondément privé. C'était privé. Pour Michael, ce fut une période décisive. Il venait d'avoir 20 ans, plus tout à fait un garçon mais pas encore un homme. Il cherchait à se défaire de l'image d'enfant star et à trouver sa place comme artiste solo. En Diana Ross, il trouva une stabilité, une présence qui l'ancrerait, car elle avait déjà parcouru le chemin sur lequel il s'engageait. Leur lien dépassait le réconfort émotionnel. Pendant leur moment de pause, Michael partageait avec elle des démos inédites, des maquettes qui allaient devenir les morceaux de Off the Wall. Elle écoutait, donnait son avis, l'aidait à affiner ses paroles. Ce n'étaient pas des réunions professionnelles, mais des instants de vulnérabilité et de confiance profonde. Ses proches remarquèrent un changement. Il souriait moins face à la presse, mais paraissait plus serein en privé. Un ancien assistant dira plus tard que c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana n'a jamais répondu aux rumeurs, Michael non plus. Mais leur silence en disait plus long qu'un démenti. Ils protégeaient quelque chose qu'ils savaient inexplicable. Il n'y eut aucune photo divulguée, aucune confession à la presse, seulement des souvenirs partagés et un lien qui n'avait pas besoin de nom pour être réel. En 1982, Michael était sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il venait d'achever Thriller, l'album qui allait redéfinir la pop et pulvériser tous les records. Le petit garçon timide derrière Diana Ross était désormais au premier plan. Pourtant, une vérité intime restait enfouie en lui. Tout changea lors d'une interview pour Ebony. À la question « Qui est la femme idéale pour vous ?» Michael ne réfléchit pas. Il dit clairement « C'est Diana Ross, je l'aime ». Le journaliste crut à une plaisanterie, mais il était sérieux. Il ajouta que, s'il pouvait épouser n'importe qui, ce serait elle. Il avait 24 ans, elle en avait 38, mère déjà divorcée 2 fois. Ces paroles surprirent, mais Michael s'en fichait. Il venait enfin de libérer des sentiments gardés en silence depuis des années. La déclaration fit le tour des médias. Certains parlèrent d'une admiration adolescente, d'autres d'un coup de pub. Mais ceux qui connaissaient Michael savaient qu'il était sincère. Diana, fidèle à elle-même, garda le silence. Ni confirmation ni démenti. Comme si un accord tacite existait pour ne pas exposer cette vérité fragile. En coulisses pourtant, les langues se délièrent. Jermaine Jackson affirma plus tard que Michael aimait Diana depuis toujours et qu'il la considérait comme sa petite amie. Sa jalousie se manifestait chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme. Mais en 1985, Diana annonça ses fiançailles avec Arne N.S. Jr. Un magnate norvégien. Ils se marièrent la même année en Suisse lors d'une cérémonie intime. Michael n'y assista pas, n'envoya ni cadeaux ni félicitations. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours ». Dans les semaines qui suivirent, il se retira. Il annula des interviews, évita les studios, s'éloigna des projecteurs. Derrière la superstar triomphante, il y avait un jeune homme de 27 ans brisé par un amour non réciproque. Ce n'était pas un scandale, mais la douleur silencieuse de voir celle qu'il avait idéalisée épouser un autre. À partir de là, Michael changea. Il ne parla plus d'amour en public et ne mentionna plus jamais Diana en interview. Mais ceux qui l'entouraient savaient que, dans ces moments de vulnérabilité, c'était toujours à elle qu'il pensait. La musique devint son langage secret. En 1987, il sortit Dirty Diana. Le public y vit une femme séductrice et dangereuse, mais le choix du prénom n'était pas un hasard. Officiellement, il disait que la chanson dénonçait les groupies, mais le détail troubla. Le copyright fut déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne N.S. Pour ses proches, c'était un exutoire, non pas contre elle, mais contre une douleur qu'il ne pouvait exprimer autrement.
Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time. Là où Dirty Diana vibrait de tension et de désir, celle-ci respirait la nostalgie et la tendresse. Selon Jermaine Jackson et d'autres proches, elle était dédiée à Diana. Les paroles n'accusaient pas, elles posaient simplement une question. Do you remember? Un souvenir précieux, impossible à revivre, mais assez fort pour être éternel. Ces deux chansons, si différentes, racontaient en réalité la même histoire, celle d'un amour à la fois ardent et impossible. Un amour que Michael n'a jamais cessé de porter, mais qu'il n'a plus jamais osé nommer. Michael Jackson, derrière la scène, derrière les projecteurs et l'immense légende qu'il représentait, portait un secret qui, pendant longtemps, n'appartint qu'à lui. Chaque note qu'il chantait, chaque mot qu'il écrivait semblait chargé d'une émotion trop lourde pour être dite autrement. Pour tous ceux qui ont déjà aimé en silence, de loin, quelqu'un qu'ils n'auraient jamais vraiment pu avoir, sa musique résonne comme un miroir. Car pour Michael, elle n'était pas seulement un art, elle était son refuge, sa cachette, sa dernière lettre d'amour. Et cet amour, il ne pouvait l'écrire nulle part ailleurs que dans ses chansons. C'était son testament intime, son sanctuaire, son aveu voilé au monde entier. En 2002, lorsqu'il mit à jour son testament officiel, un détail surprit beaucoup. Parmi les clauses juridiques et les dispositions d'héritage, on découvrit que si sa mère, Catherine Jackson, n'était plus en mesure de s'occuper de ses enfants, la personne qu'il désignait pour prendre la relève n'était ni un frère, ni une sœur, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, mais Diana Ross. Ce choix, loin d'être anodin, disait tout. Michael lui faisait une confiance absolue, presque sacrée. Elle avait été une figure fondatrice dans sa vie, une confidente, une muse. Contrairement à beaucoup d'autres, Diana n'avait jamais trahi sa confiance. Elle n'avait jamais révélé leurs moments privés, jamais utilisé son nom pour briller davantage, jamais profité de son ombre. C'est pour cette raison qu'il lui confia ce qu'il avait de plus précieux. Ses enfants, son héritage le plus intime. Quand Michael mourut brutalement en 2009, Diana Ross publia seulement une brève déclaration. « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain, trop choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Puis, plus rien. Pas d'interview, pas de passage télévisé, pas même une présence aux funérailles. Son silence en disait pourtant plus que 1000 mots. Car son nom dans le testament, lui, avait déjà tout révélé. Plus tard, de nouveaux détails apparurent. Des employés de Neverland racontèrent qu'il existait une petite pièce, interdite au public, où Michael avait accroché des photos de Diana Ross. Un lieu discret, secret, qu'ils appelaient la salle Diana. Ce n'était pas un temple ostentatoire, mais un espace intime, presque sacré, où il conservait un fragment de l'amour qu'il n'avait jamais pu vivre au grand jour. Un sanctuaire silencieux, témoin d'un lien que rien ni personne ne pouvait effacer. En 2025, Diana Ross souffla ses 81 bougies. Fidèle à elle-même, elle demeura discrète, parlant peu aux médias. Mais lors d'une discussion en famille, à cœur ouvert, elle laissa enfin échapper quelques mots qu'elle avait gardés en elle plus d'un demi-siècle. Michael m'aimait, d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste une vérité nue. Quelqu'un osa lui demander doucement, « Et vous, l'aimiez-vous en retour ?» Elle marqua une pause, baissa les yeux vers sa tasse de thé, puis répondit simplement, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme lui m'aimait? Non. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'ajouta rien de plus, et pourtant, tout était dit. Ces quelques mots suffisaient à confirmer ce que beaucoup soupçonnaient. Ce sentiment avait été réel, intensément réel, mais jamais partagé de la même manière, jamais autorisé à devenir une histoire officielle. Elle savait que si elle avait répondu à cet amour par la même intensité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration, respect et amitié. Alors elle choisit de garder une distance, non pas par indifférence, mais par protection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûr de pouvoir porter », avoua-t-elle. Et quand on remonte le fil de leur histoire, tout devient limpide. Leur rencontre décisive, leur cohabitation durant The Wiz, les confessions codées, son absence remarquée à son mariage, les chansons où il la cachait entre les lignes, le testament, la salle silencieuse de Neverland, tout formait un puzzle. Ce n'était pas une romance ordinaire. Ce n'était pas un conte de fées. C'était un lien unique, une présence constante, toujours là mais jamais assumée. Un amour impossible qui avait pourtant marqué 2 vies entières. Alors, au final, était-ce vraiment de l'amour au sens le plus pur? Ou bien quelque chose d'encore plus complexe, entre admiration, dépendance affective et idéalisation?
La question reste ouverte. Et c'est à vous d'y répondre. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross, ou que leur lien allait bien au-delà de ce que l'on appelle simplement l'amour? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de découvrir chaque semaine d'autres récits vrais que nous révélons.